Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo sous un format audio puisque un certain nombre de péripéties font que je ne peux pas filmer en face caméra. Donc pour cette fois, je serai en format audio car sinon je vais devoir attendre l'alignement des planètes pour pouvoir sortir cette vidéo et j'ai vraiment envie de la sortir assez rapidement. Dans cette vidéo, je vous retrouve pour aborder un sujet très intéressant à mon sens. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs pour le choix du sujet. Ce sujet-là s'organisera autour des questions suivantes. Tous les sujets scientifiques peuvent-ils être vulgarisés? Existe-t-il des sujets qui ne pourront jamais réellement être saisis par le grand public, ou même certains pour lesquels la vulgarisation serait carrément contre-productive? Je vais commencer par une définition générale de la vulgarisation qui serait la suivante. La vulgarisation est le fait d'adapter des connaissances techniques, scientifiques, pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste. La vulgarisation a tendance à être considérée par principe comme une démarche utile et noble. Elle viserait à satisfaire la soif de connaissance du grand public, à lui fournir des informations essentielles pour mieux appréhender le monde qui l'entoure, voire pour l'aider dans ses prises de décision quotidiennes en tant que citoyen. Ainsi, la légitimité de la vulgarisation est généralement acceptée sans réelle remise en question. Et dans cette vidéo, je ne souhaite absolument pas remettre en cause les multiples répercussions positives de la vulgarisation. Toutefois, il me semble tout de même important de pointer du doigt les difficultés et les limites de la vulgarisation. Vulgariser est une tâche ardue, qui parfois peut s'avérer bénéfique, mais qui peut également s'avérer limitée, voire contre-productive selon l'objectif que l'on lui assigne. De plus, je souhaiterais également questionner les limites thématiques de la vulgarisation. Est-ce que tous les sujets peuvent faire l'objet d'une vulgarisation? Dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir les difficultés et les risques de la vulgarisation. Et dans la deuxième partie, tout sera organisé autour de la question suivante. Tous les sujets scientifiques peuvent-ils être vulgarisés? Je vais désormais passer à la partie 1 sur les difficultés et les risques de la vulgarisation. La première sous-partie se nomme « La vulgarisation diminue-t-elle la confiance accordée aux experts ?» Il nous arrive fréquemment de devoir prendre des décisions sur les questions liées à la science, que cela soit concernant notre santé, concernant des projets de société, nos habitudes quotidiennes, etc. Les progrès conséquents en sciences ont conduit à une croissance du nombre de connaissances scientifiques accompagnée d'une spécialisation. Par conséquent, chaque sujet scientifique possède ses experts qui ne sont experts en rien d'autre que ce sujet bien particulier. Car le taux de connaissances à avoir pour être expert sur un sujet devient très élevé. Nous sommes par conséquent tous des profanes sur la majorité des sujets scientifiques. Nous devons donc accorder une certaine confiance à ces experts pour nous orienter concernant un certain nombre de choix sociétaux et individuels. Je vais maintenant vous donner un exemple concret de décision liée à des connaissances scientifiques, et cet exemple serait le suivant. Un individu apprend qu'il est atteint d'un cancer, et les médecins vont alors le conseiller sur les traitements à suivre. Mais ce patient aura tout de même le dernier mot sur le type de traitement dont il souhaite bénéficier. Il est alors contraint de prendre une décision sur un sujet complexe qu'il ne maîtrise pas. Il va se renseigner, aller chercher sur internet, sur Doctissimo, regarder des vidéos à ce sujet, lire des articles, des retours d'expérience, etc. Et après avoir accumulé toutes ces informations, il est possible que le patient se fie à ce que son médecin lui recommande. Mais il est également possible qu'il considère avoir accumulé assez d'informations pour aller à l'encontre des recommandations de son médecin. Il peut par exemple avoir lu que les opérations chirurgicales couplées à de la chimiothérapie fonctionnaient mieux pour son type de cancer qu'une chimiothérapie seule, et ne pas écouter les conseils de son médecin qui lui préconise uniquement une chimiothérapie. À ce moment-là, le sujet a considéré que son niveau de connaissance était suffisant pour outrepasser la recommandation de l'expert. L'objectif ici n'est pas de se demander si le patient a bien fait ou non de ne pas suivre les recommandations de son médecin, puisque cela dépend d'un grand nombre de facteurs, mais plutôt de se demander quels sont les facteurs qui peuvent augmenter la confiance en notre propre évaluation d'un sujet scientifique et qui diminuent simultanément la confiance accordée à la parole des experts sur le sujet. Il y a une étude publiée en 2012 et nommée « La séduction de la facilité » en français, même si l'article est en anglais et je vous mettrai toutes mes sources en barre d'informations, qui examine la tendance qu'ont les profanes à se fier à leur propre évaluation
de l'acceptabilité des affirmations scientifiques, malgré leur manque de connaissances à ce sujet. Et cette expérience a été réalisée sur des étudiants allemands. Je tenais à le préciser car la confiance accordée aux experts peut varier selon les pays. Dans cette expérience, ces sujets ont lu 2 types d'affirmations scientifiques, soit des affirmations énoncées de manière simple, avec des arguments compréhensibles et un vocabulaire accessible à tous, que je lirai par la suite à la vulgarisation, soit des affirmations énoncées de manière complexe, avec des arguments difficilement compréhensibles et un vocabulaire jargonneux. Les résultats obtenus montrent que la compréhensibilité, la facilité d'accès des textes scientifiques influencent la tendance des profanes à se fier à leur propre évaluation des affirmations scientifiques. De plus, les profanes étaient moins enclins à demander l'avis des experts lorsque l'affirmation présentée était compréhensible, plutôt que dans le cas d'une affirmation difficilement compréhensible et très jargonneuse. Toutefois, malgré cette baisse, les sujets demeurent tout de même enclins à demander l'avis d'experts, car le désir de consulter un expert ne descendait jamais en dessous de la barre des 5 sur 7. On leur demandait à chaque fois d'évaluer sur 7 leur envie de demander l'avis d'un expert. Même dans les cas d'affirmations scientifiques compréhensibles, la limite, ou plutôt la notation moyenne, ne descendait jamais en dessous de 5 sur 7, ce qui montre qu'il y a tout de même une confiance générale accordée à l'expertise. Mais de manière générale, il faut quand même prendre en compte ces résultats qui suggèrent qu'une simplification excessive des contenus scientifiques peut induire en erreur les non-experts, les amenant à sous-estimer l'importance de l'avis des experts et à surestimer leur propre capacité de jugement. En résumé, lorsqu'un sujet scientifique complexe est fortement simplifié et présenté par exemple de manière vulgarisée, si je reviens à mon thème principal de vidéo, eh bien les sujets vont peut-être avoir l'impression d'avoir compris et donc ne pas nécessiter l'avis d'un expert, alors qu'ils ne se rendent pas compte de la complexité réelle du sujet ou de la nuance réelle derrière ce qu'ils lisent. Ce type de recherche nous permet de nous questionner sur la gestion politique d'un certain nombre d'événements sociaux, au hasard les pandémies par exemple, car nous arrivons à un paradoxe. Comment arriver à éduquer la population pour que chaque individu puisse prendre des décisions éclairées, tout en ne tombant pas dans des biais énoncés précédemment qui seraient liés à une présentation simplifiée des enjeux et du fonctionnement de cette crise, c'est-à-dire une surestimation de sa capacité de jugement et une baisse de confiance concernant l'avis des experts. Bien que cette baisse de confiance puisse être totalement légitime et puisse être également liée à plein de facteurs différents. La simplification est nécessaire pour éduquer la population, mais elle engendre son lot d'effets négatifs. Les auteurs suggèrent qu'il faudrait présenter les contenus scientifiques de manière assez simple pour que les individus comprennent et intègrent les grandes lignes de ces sujets, mais qu'il faudrait également sensibiliser sur le fait que cette compréhension partielle n'est pas suffisante pour permettre une évaluation qui prendrait également en compte tous les éléments connexes inconnus qui pourraient influencer cette prise de décision. Toutefois, j'ai un petit peu de mal à imaginer des cas pratiques. Comment faire sentir subtilement à son interlocuteur qu'il est ignorant tout en arrivant à l'éduquer? C'est très complexe. Désormais, je vais passer à la deuxième sous-partie qui se nomme la malédiction de l'expert. Attention, il va y avoir plusieurs malédictions dans cette vidéo. Qui de mieux placé qu'un expert pour expliquer, voire simplifier les notions scientifiques pour le grand public? Intuitivement, nous aurions davantage confiance en l'explication d'un expert sur son domaine plutôt qu'à celle d'un profane. Il faut néanmoins rester méfiant et se questionner. Est-ce que les experts ne surestiment pas leurs capacités explicatives? Il s'agira donc, dans ce cas précis, d'évaluer la sensation qu'a un sujet, d'avoir la capacité d'expliquer un concept sans avoir préparé cette explication au préalable. Une étude nommée en français « La malédiction de l'expertise, quand plus de connaissances mènent à une compréhension explicative mal calibrée » a permis de mettre en avant un biais qu'ils ont nommé « la malédiction de l'expertise ». Dans cette étude, ils ont déjà différencié différents types d'expertise. L'expertise passive, qui découle de l'exposition tout au long de notre vie à un type de situation ou à une position sociale. Par exemple, si je tombe enceinte plusieurs fois, je peux dire que je suis une experte passive de la grossesse.
Il ne s'agit pas d'une expertise académique. Et l'expertise formelle, qui est un type d'expertise qui découle de l'étude approfondie d'un sujet. Il existe alors des compétences maîtrisées délibérément et des critères clairs de validation de ces compétences. Il s'agit typiquement du cas de la spécialisation universitaire. Et généralement, lorsque nous parlons d'expertise, nous parlons plutôt de l'expertise formelle. Or, il se trouve qu'un certain nombre d'études ont montré que les experts formels évaluent mal leurs propres connaissances sur leur sujet d'expertise. Par exemple, les médecins généralistes évaluent mal leurs propres connaissances médicales et les infirmiers surestiment leur capacité à effectuer des gestes de premier secours. Donc, si on en revient à notre première étude de cas avec l'individu ayant un cancer, si ce cancer n'est pas très fréquent et qu'en plus son médecin n'a pas vraiment eu l'occasion d'être confronté à ce type de cancer, il est certain que le patient ayant déjà de bonnes bases en méthodologie scientifique, par exemple, et qui se serait renseigné par lui-même, pourrait avoir plus de chances d'être dans le juste en termes de choix médicaux qu'un médecin qui a de vagues souvenirs qui sont relatifs à ses études et qui pense se rappeler de ce qui est le plus adapté pour ce type de cancer, alors même que la médecine a avancé depuis, et qui ne va pas forcément se replonger dans toutes ces études. Donc, c'est au cas par cas, c'est vraiment à évaluer selon la personne qui va effectuer les recherches, selon le type de patient et selon le type de médecin également. Donc ce qui est relevé ici, c'est une mauvaise métacognition, une mauvaise perception de l'étendue de leurs propres connaissances. Pourtant, l'expertise formelle peut quand même conduire à une auto-évaluation qui est relativement précise sur divers sujets. Les individus semblent plus conscients de la quantité de connaissances nécessaires pour comprendre pleinement les enjeux d'un sujet, contrairement aux personnes non compétentes. La différence résiderait donc dans la perception des limites de leurs propres connaissances. Des chercheurs ont demandé à des experts d'évaluer la qualité de l'explication qu'ils pouvaient fournir au sommet de leurs connaissances sur un sujet particulier, puis d'estimer la capacité actuelle qu'ils ont à expliquer le même sujet, et enfin de fournir une explication de ce même sujet. Les résultats ont montré que leurs capacités explicatives étaient inférieures à leurs prédictions. Comment expliquer ce phénomène? Comment expliquer que les experts n'aient pas une bonne perception de l'étendue de leurs connaissances? Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que les experts ne réalisent pas à quel point ils oublient rapidement les connaissances accumulées. Lorsque ces connaissances sont acquises de manière intense sur une courte période durant les études par exemple, le taux d'oubli reste élevé. Pourtant, les participants évaluaient leurs capacités explicatives actuelles presque au même niveau que celles qu'ils avaient à leur apogée. Cela indique qu'ils n'avaient pas conscience de la diminution de leur maîtrise de cette connaissance due à l'oubli. Ainsi, les participants ne tiennent pas compte du déclin de leur mémoire et ne reconnaissent pas l'écart entre leur connaissance maximale d'un sujet, qu'ils ont eu par le passé, et leur connaissance actuelle de ce même sujet. Ils admettent que leur mémoire a certes légèrement décliné, mais ne réalisent pas l'ampleur de cet oubli. En revanche, dans le cas des expertises passives, j'avais pris l'exemple de la grossesse précédemment, les participants sont en mesure d'évaluer de manière fiable leurs capacités explicatives. À la fin de l'article, les chercheurs avancent deux hypothèses pour expliquer la persistance de la notion de connaissance maximale. Cela pourrait être dû à une méconnaissance de l'importance des sources externes utilisées dans certaines réflexions, par exemple le fait de fréquemment faire des recherches sur Internet et que le sujet oublie qu'il a fait ses recherches et que rétrospectivement, il pense que ses connaissances venaient de lui-même. Ou encore, la sous-estimation de la division du travail sur laquelle repose leur expertise et les sujets vont se considérer comme des formes d'îlots d'expertise et vont oublier à quel point ils étaient dépendants des autres dans leurs réflexions. Je vais désormais passer à une sous-partie qui se nomme la malédiction du savoir. Je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de malédictions. Un phénomène a été mis en avant par des chercheurs en psychologie cognitive, il s'agit de la malédiction du savoir, curse of knowledge. Ce biais cognitif se produit lorsque des experts ont du mal à se mettre à la place des non-experts, sous-estimant la complexité perçue par leur audience. Par exemple, au sein d'une salle de classe, les enseignants peuvent avoir de la difficulté pour enseigner à des novices, car ils peinent à se mettre à leur place, ils ont du mal à évaluer leur niveau de connaissance. Ce biais peut toucher tous les experts, même ceux ayant la meilleure volonté du monde.
Il ne s'agit pas d'un biais réservé aux lacaniens qui parlent de topologie et de compacité, car personne ne les comprend, mais c'est normal car ça ne veut rien dire, et ils n'ont pas spécialement l'intention de se faire comprendre. Je parle bien ici d'individus qui ont réellement la volonté de transmettre leur savoir de la manière la plus simple et compréhensible possible, mais qui peinent tout de même à se mettre à la place de leur interlocuteur novice. Une démonstration de cet effet a été mise en place de manière très simple par la psychologue Elizabeth Newton. Elle a demandé à des sujets de taper des mélodies de chansons familières avec leurs doigts sur une table, et de prédire la proportion de ces chansons qui seraient reconnues par un auditeur. Les tapeurs surestimaient largement le nombre de chansons qui allaient être reconnues par leur auditeur. Les chansons leur paraissaient tellement évidentes qu'ils avaient du mal à imaginer qu'elles ne soient pas reconnues. Un peu comme lorsque vous étiez petit à la piscine et que vous chantiez des chansons sous l'eau en essayant que votre ami reconnaisse cette chanson. Et là, vous vous dites, mais non, mais c'est du Michael Jackson, c'est évident. Mais votre ami n'entend que des bruits de bulles vagues et ne reconnaît absolument pas le Michael Jackson que vous avez si bien chanté sous l'eau. Il en est de même pour les étudiants qui sont incrédules face à la croyance envers une idée fausse que certains individus portent, alors qu'eux-mêmes avaient cette idée fausse quelques mois auparavant. Les sujets ont généralement du mal à reconstituer leur état d'esprit précédant l'acquisition de cette connaissance. D'où le terme de malédiction du savoir. Une fois que le savoir nous a touchés, il est difficile de reconstituer notre état d'esprit antérieur. Par extension, il est également difficile de se mettre à la place d'une personne dépourvue de cette connaissance. Il est donc intéressant, pour les vulgarisateurs et les professeurs, d'avoir une approche empathique et méthodique pour arriver à cerner la vision de leurs élèves. Selon les domaines, un certain nombre d'études ont été faites pour évaluer les fausses croyances des étudiants novices concernant leur propre discipline. Ces études peuvent par conséquent être utilisées pour adapter l'enseignement et ainsi corriger ces fausses croyances. De plus, il est intéressant d'avoir un grand nombre d'interactions avec ces élèves, permettant ainsi d'évaluer leur compréhension du cours et la manière dont ils inscrivent ces connaissances dans leur propre corpus de connaissances. Toutefois, je souhaite préciser qu'une étude de 2014 a mis un doute sur la reproductibilité de ce biais. Des expériences sur un grand échantillon ont montré une ampleur d'effet diminuée de moitié comparée à une étude de référence qui avait été réalisée en 2003. Il faut donc rester méfiant et attendre d'autres résultats pour évaluer l'ampleur de cet effet chez l'adulte. Malheureusement, c'est le cas en sciences sociales. Il y a beaucoup d'études qui ne sont pas répliquées. Et donc, il faut à chaque fois attendre une accumulation d'études pour être vraiment certain de l'existence de certains biais. J'ai moi-même observé une forme de biais d'évidence, je l'avais appelé comme ça lorsque j'avais commencé à écrire cette vidéo, puisque je n'avais pas encore lu beaucoup d'études à ce sujet, et j'avais identifié ce que j'appelais le biais d'évidence lorsque je préparais mes vidéos YouTube. Car la notion d'évidence est mouvante, à force de répétition, certaines notions nous semblent aller de soi. Notre perception de l'évidence générale peut également être mouvante et s'en retrouver biaisée. Lorsque nous nous instruisons sur un sujet, notre mémoire nous joue souvent des tours et notre perception de l'évidence générale est altérée par notre catégorisation personnelle de ce que nous considérons comme étant des sujets évidents. Combien de fois ai-je préparé des vidéos en me disant qu'il s'agissait de sujets pertinents et trop peu connus, puis, après les avoir poncés et examinés de fond en comble, commencer à douter de la pertinence d'un tel post, car tout le monde le sait déjà. Ce phénomène est dû à une bulle que l'on se crée lorsque l'on s'intéresse à un sujet, que nous ne consommons que des contenus qui en parlent, avec des communautés connaisseuses, que nous en parlons à notre entourage, qui lui-même va se renseigner. Finalement, ce sujet va devenir commun dans notre existence et nous oublierons qu'il ne l'était pas quelque temps avant. D'où la malédiction du savoir, car une fois que le savoir nous a touchés, nous avons du mal à nous figurer de nouveau quel était notre état mental avant l'acquisition de ce savoir. Quel vocabulaire nous n'avions pas qui désormais nous semble évident, quel concept nous n'avions pas qui désormais nous semble également évident. C'est à mon sens une difficulté qui est assez présente lorsque l'on souhaite vulgariser un sujet. Je vais passer à la dernière sous-partie de la partie 1, s'adapter à son public, à quel prix. Bien vulgariser consiste avant tout à identifier le profil de son public cible.
Pour un public de néophytes, certains possèdent un vocabulaire riche, d'autres non, certains comprendront facilement certains types d'explications, d'autres non, ou encore les parallèles et métaphores seront plus ou moins bien compris selon le bagage, l'âge ou la culture du sujet. La difficulté et le sacrifice à faire lorsque nous vulgarisons une notion consiste à se concentrer sur le résultat escompté, quitte à donner une information partiellement fausse. Nous pouvons observer ce processus tout au long de notre scolarité. Il y a un dégrossissement progressif de certaines règles qui nous avaient été présentées de manière incomplète ou fausse, mais il s'agissait d'un truchement nécessaire nous permettant d'ingérer toutes ces nouvelles informations. Un exemple que j'ai moi-même vécu à l'école concerne l'accord du participe passé dans une phrase construite avec l'auxiliaire avoir. Les professeurs vont dans un premier temps annoncer qu'il ne faut pas accorder le participe passé lors de l'utilisation de l'auxiliaire avoir. Puis après un certain temps, ils introduiront un contre-exemple, en disant que si le COD se trouve avant le verbe, dans ce cas, l'accord du participe passé a bien lieu. De même, Étienne Klein donne l'exemple de la question suivante. Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ? Cette question peut sembler très simple au premier abord, mais elle est en réalité complexe, car si l'on répond en nous basant sur la théorie de la relativité générale, il n'y a pas de référentiel qui aurait un statut particulier par rapport à un autre. Donc cette question peut sembler être mal formulée, mais elle est bien formulée si l'on adapte cette question à un public de non-connaisseurs pour lequel l'enjeu est de vérifier les connaissances de base à avoir avant de nuancer ces dernières. Par conséquent, même si les métaphores, les explications ou les parallèles que nous faisons ne nous semblent pas momentanément être très véridiques, tant qu'ils rapprochent le public de la bonne perception du concept, le travail de vulgarisation est réussi, car il s'agit d'une approche dynamique, dans laquelle les transitions inexactes sont souvent plus économes et pertinentes. Il faut également prendre en compte que l'on exprime une nouvelle théorie dans les termes de la théorie qu'elle remplace. C'est ce qu'il se passe à grande échelle dans l'histoire des idées, mais c'est également ce qui est pertinent à l'échelle d'un individu. Par exemple, lorsque Copernic a remis en question l'idée du géocentrisme, il a expliqué son modèle de l'héliocentrisme avec des termes et notions du géocentrisme. Même si ces termes n'étaient pas les plus efficients ni les plus corrects, il s'agit de la dynamique classique lors d'un changement de théorie. Car tout nouveau corpus de termes n'a pas encore pu être généré et assimilé. Il s'agit du même fonctionnement à l'échelle individuelle. Il faut prendre en compte le vocabulaire et les notions de notre interlocuteur et quitte à utiliser des notions qui sont moins adaptées mais comprises. Je vais désormais passer à la partie 2. Tous les sujets scientifiques peuvent-ils être vulgarisés ? Je vais commencer par la sous-partie « Usage des métaphores, meilleure compréhension ou confusion ». Une solution pour ne pas avoir à allonger et alourdir son discours avec un grand nombre de définitions et d'explications est d'utiliser directement des métaphores explicatives. Le discours peut alors perdre en précision technique, mais il faut accepter cette perte. De plus, il est important de bien maîtriser son sujet pour choisir les métaphores qui engendreront le moins de pertes et qui seront les plus adaptées aux références du public cible. Je vais commencer par définir ce qu'est une métaphore, car on ne perd jamais rien à définir les termes. La métaphore est l'emploi d'un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique sans qu'il y ait d'éléments introduisant formellement une comparaison. Le bon choix des métaphores utilisées dans la vulgarisation scientifique est un véritable enjeu politique. Les métaphores utilisées peuvent influencer notre perception du risque, notre sentiment d'urgence et notre niveau de soutien aux solutions proposées. Le choix des métaphores utilisées peut donc s'inscrire dans diverses stratégies politiques menées plus ou moins consciemment et orientant nos perceptions et nos actions. Si nous nous basons sur la théorie de Lakoff et Johnson, l'usage des métaphores n'est pas juste ornemental. En effet, ils postulent que la nature de la cognition humaine est fondamentalement métaphorique et que nos connaissances émergent à partir d'expériences incarnées. Les métaphores permettent donc de faire le lien avec cette dimension incarnée de nos expériences quotidiennes. Par exemple, les humains ont du mal à se figurer certaines échelles comme des échelles microscopiques, les cellules, les molécules, etc., ou des échelles macroscopiques comme le système solaire, les galaxies.
Les métaphores permettent dans ce cas de ramener l'objet étudié à une échelle accessible à la compréhension. Les métaphores se sont parfois même intégrées dans le mot désignant la chose. C'est le cas par exemple du mot cellule. Robert Hooke fut le premier à utiliser ce terme lorsqu'il examinait un morceau de liège au microscope. Il identifie alors une série de structures ressemblant à de petites chambres, à des cellules occupées par des moines dans des monastères. Il les baptisera cellules. Les métaphores sont tellement omniprésentes que nous n'y faisons même plus attention. Nous utilisons les termes d'empreinte écologique, d'espèces invasives, de chaînes alimentaires, sans forcément conscientiser qu'il s'agit de métaphores, et que ces métaphores façonnent la façon dont nous percevons ces concepts. Parfois, l'usage de ces métaphores entretiennent des paradigmes scientifiques dépassés ou engendre des malentendus. Un exemple est donné dans le papier qui se nomme « Sur le problème et la promesse de l'utilisation des métaphores dans la science et la communication scientifique ». Une expression métaphorique commune en anglais est l'expression « genes as blueprints ». Nous pourrions traduire cela en français par le fait que nos gènes aient un plan génétique qui s'applique sur nous. Le problème de cette métaphore est qu'elle simplifie tellement le rôle des gènes qu'elle en devient erronée. Cette métaphore omet totalement l'interaction des gènes avec notre environnement et n'est pas compatible avec les dernières grandes avancées en génétique, comme avec le développement de l'épigénétique. Comme cette métaphore devient non efficiente, d'autres métaphores explicatives sont proposées, comme la métaphore de la recette proposée par la sociologue Barbara Katz-Rothman. Elle considère que percevoir l'expression des gènes comme une recette est plus précis, car cela permet d'intégrer le temps, la croissance et le développement, ainsi que l'importance de l'environnement sur le produit final. De plus, le choix des métaphores reflète les mentalités en vigueur dans une société donnée à une époque donnée. Par exemple, aux États-Unis, certaines métaphores utilisées en biologie empruntent un vocabulaire compétitif et militariste. C'est le cas de l'expression « la course aux armements » en évolution, ou encore la place prépondérante que prennent les nouvelles technologies, et toutes les métaphores computationnelles concernant le cerveau. Il faut alors réfléchir aux modèles qui sont favorisés indirectement par l'usage de ces métaphores. Par exemple, au XVIIe siècle, les métaphores mécaniques étaient largement utilisées en sciences pour comprendre le fonctionnement de la nature. Les auteurs Pigliucci et Bundry ont écrit en 2011 « Pourquoi les métaphores machine-information sont néfastes pour la science et l'éducation scientifique ». Ils expliquent que ces métaphores mécaniques ont servi un discours théologique en amenant à une conclusion inévitable. Si les êtres vivants fonctionnent comme des machines, toute machine possède un créateur. Bien que ces héritages théologiques soient moins présents en sciences aujourd'hui, il en demeure des restes à travers les métaphores utilisées et cela peut favoriser des théories scientifiques comme le modèle du dessin intelligent s'opposant à la théorie de la sélection naturelle. Le dessin intelligent, Intelligent Design en anglais, est une théorie pseudo-scientifique selon laquelle certaines observations de l'univers et du monde du vivant sont mieux expliquées par une cause intelligente que par des processus non dirigés tels que la sélection naturelle. Selon ces auteurs, les adeptes de cette théorie ont utilisé ces métaphores mécaniques comme outils de persuasion. De même concernant la guerre contre les espèces invasives. Il s'agit d'une métaphore militariste brouillant la frontière entre faits et valeurs. Alors même que l'identification du potentiel nuisible d'une espèce est débattue, et que les espèces se répandant rapidement ne sont pas toujours plus nuisibles que des espèces avec une répartition plus limitée. Les métaphores sont donc essentielles à la compréhension du discours scientifique par les profanes, mais il faut prendre conscience des répercussions sociales et politiques des métaphores utilisées, car elles sont inscrites dans des discours plus larges qui peuvent servir ou desservir certaines théories plutôt que d'autres, ou qui véhiculent des images fausses ou dépasser des concepts qu'elles décrivent. Au-delà de tous ces possibles risques liés à l'usage de métaphores, ces dernières demeurent plutôt primordiales quand même dans le processus de vulgarisation. Et là où je voulais en venir, car nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo, et cette deuxième partie est plutôt consacrée à la question suivante, qui est: est-ce que tous les sujets peuvent faire l'objet d'une vulgarisation? Et là où je voulais en venir, en lien avec les métaphores, c'est que certains sujets sont tellement dans l'abstraction qu'il est
extrêmement difficile de trouver des métaphores en lien avec le monde matériel. La possibilité d'incarnation de ce que nous essayons de vulgariser est un point fondamental aidant à la compréhension. Par exemple, il sera difficile de vulgariser les nombres imaginaires à quelqu'un qui ne fait pas de mathématiques, car il ne s'agit pas de notions qui s'incarnent. Il s'agit de notions abstraites qui ne permettent pas de réaliser facilement des parallèles ou de donner des exemples concrets. Typiquement, il s'agit d'un sujet pour lequel je me demande si la vulgarisation est possible. Est-ce qu'un non-connaisseur peut réellement avoir une appréciation globale des nombres imaginaires grâce à la vulgarisation sans avoir fait de mathématiques et sans pouvoir bénéficier de métaphores pertinentes? Comme je n'arrivais pas à trouver d'exemple de vulgarisation utilisant les métaphores pour les nombres imaginaires, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider et de me donner un exemple. Il m'a proposé ceci, le voyage sur une route et la montée dans les airs. Voilà le titre de sa proposition. Imagine que les nombres réels comme 1, 2, 3, etc. sont des positions sur une ligne droite, comme une route horizontale. Tu peux aller vers l'avant ou vers l'arrière de cette route, mais tu restes toujours sur la même ligne. Les nombres imaginaires, en revanche, sont comme quitter cette route et voler verticalement dans les airs. Sa proposition n'est vraiment pas mal, je trouve. Je vous laisserai en juger par vous-même. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas de notion en maths, il comprendra peut-être vaguement l'idée, mais ça reste quand même un petit peu compliqué de comprendre le concept de nombre imaginaire avec son exemple. Voici donc une première réflexion sur la généralisation de la vulgarisation, et en particulier sur les sujets abstraits où l'utilisation de métaphores concrètes s'avère difficile. Nous pouvons nous interroger donc sur la possibilité de vulgariser efficacement ce type de notions complexes sans altérer leur précision conceptuelle. On pourra toujours se rapprocher d'une certaine conceptualisation de ces notions, mais si nous en sommes très loin, est-ce que nous pouvons dire que cette vulgarisation est réussie? Je ne suis pas certaine. Je vais passer à une autre sous-partie qui se nomme jargon et vulgarisation. Un point essentiel dans la communication de notions scientifiques vulgarisées est le choix des mots. L'utilisation de jargon est contre-productif et peut être un très mauvais choix politique si l'objectif est de promouvoir une nouvelle méthode scientifique ou une nouvelle technologie par exemple. Je me suis basée sur l'article « Jargon comme barrière à une communication scientifique efficace », preuve issue de la métacognition. Je vais déjà commencer par définir le mot jargon et je prends la définition de Sharon et Bahram Sabari en 2014. Le jargon fait référence à des termes techniques spécialisés associés à un contexte ou à un but particulier qui sont rarement utilisés en dehors de ces circonstances particulières. Le jargon est utilisé par les membres d'un groupe ou d'une profession tels que des scientifiques, des avocats. Ceux ne faisant pas partie de ces groupes peinent à comprendre les mots utilisés. Cette étude se penche sur les répercussions du langage utilisé dans la communication scientifique, et 4 axes sont alors explorés. Le premier axe est la capacité de traitement de l'information. Un certain nombre de recherches antérieures ont montré que la complexité du langage utilisé altère la fluidité de traitement. Cette étude teste la fluidité de traitement de l'information lorsque du jargon est utilisé. Mais même lorsque des mots de jargon sont définis, la capacité de traitement est altérée négativement comparée à une transmission utilisant un vocabulaire simple. Le deuxième axe étudié est la résistance motivée à la persuasion. Cela fait référence à la motivation d'une personne à s'opposer ou à résister aux efforts perçus pour changer des attitudes existantes. Une résistance est modélisée par 2 notions. La réfutation et la réactance. La réfutation car le message va être perçu comme non crédible, non persuasif, et la réactance car ce message va être perçu comme une menace. L'utilisation de jargon va engendrer plus de réfutation et de réactance face aux nouvelles technologies présentées dans l'expérience. Les auteurs suggèrent une hypothèse qui reste à vérifier. Le fait que les sentiments négatifs générés par la non-fluidité de traitement de l'information avec le jargon pourraient être attribués, à tort, à l'information elle-même. Cela générerait cette résistance motivée à la persuasion. Donc je tiens à présenter mes excuses à tous les lacaniens que j'ai blessés dans cette vidéo.
car finalement les théories lacaniennes ne sont pas mauvaises, je suis juste en réactance à cause de tout le jargon utilisé dans ces théories. Passons au troisième axe qui est la perception des risques. L'utilisation de jargon augmente la perception des risques envers l'objet présenté. Donc dans ce cas, des nouvelles technologies dans l'expérience. Et pour finir, le quatrième axe, le soutien apporté aux créations scientifiques présentées, par exemple des nouvelles technologies, car l'utilisation de jargon réduit le soutien apporté aux innovations scientifiques présentées. En résumé, cette étude met en exergue l'effet négatif de l'utilisation du jargon sur les publics non experts. Ces résultats ont une certaine portée politique, sachant que dans un certain nombre de cas, la vulgarisation est utilisée pour générer de nouvelles habitudes ou de nouveaux usages chez un public. Les résultats suggèrent que minimiser l'utilisation de jargon dans la communication scientifique devrait réduire la difficulté de traitement, la résistance à la persuasion, la perception du risque et augmenter finalement le soutien apporté aux technologies présentées. Nous en revenons à la question de la deuxième partie. Est-ce qu'il existe certaines théories, certains domaines scientifiques qui peuvent être plus difficilement vulgarisés, voire qui ne peuvent pas être vulgarisés? Et là, si j'en reviens à la recommandation d'éviter l'usage de jargon, eh bien cela exclut de facto certaines théories qui reposent en grande partie sur ce jargon. Et je vais prendre l'exemple des modèles répondant aux problèmes difficiles de la conscience. Certaines théories sont grandement basées sur des concepts linguistiques et des mots bien précis qui servent de proposition de modèles explicatifs. Notamment dans la dernière vidéo où je vous avais présenté certains modèles matérialistes qui répondaient aux problèmes difficiles de la conscience, il s'agissait de modèles linguistiques. Donc les théories présentées rendent difficile l'usage de synonymes simples explicatifs, car ces théories sont grandement basées sur des mots contenant des concepts bien précis et abstraits qui servent d'explication. Si nous remplaçons ces mots, c'est une grande partie du pouvoir explicatif de la théorie qui s'envole avec. Il ne s'agit pas de physique ou de biologie pour lesquels des mécanismes concrets peuvent être isolés et expliqués de différentes manières. Dans le cas de ces théories, il s'agit principalement d'abstractions, de modèles d'explication basés sur principalement un certain nombre de termes explicatifs et structurants. Ces termes structurent littéralement la théorie. Par exemple, les termes de qualia, de véhicules internes et externes, de modes de présentation, d'expériences phénoménales. Sans tous ces termes, la théorie est très difficilement compréhensible. Par conséquent, il est possible de simplifier ces théories. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais si nous parlons véritablement de vulgarisation, c'est-à-dire en délivrer l'accès au grand public, il s'agira d'une affaire extrêmement périlleuse qui engendrera beaucoup de pertes théoriques. Il s'agit donc, selon moi, d'un autre cas pour lequel la vulgarisation est mise à mal, lorsque l'usage du jargon est au cœur de la structuration théorique. La théorie se base alors davantage sur la structure qu'offrent les mots plutôt que sur une structure matérielle. Il devient donc par conséquent complexe de substituer les mots en question par des mots plus accessibles, car l'altération engendrée serait conséquente. Cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Je vous ai donc présenté deux cas de figure qui, à mon sens, rendent difficile la vulgarisation de certaines notions, et dans ce début de vidéo, je vous ai plutôt présenté des biais qui entrent en jeu dans l'acquisition de connaissances, dans la transmission de connaissances, dans la simplification, etc. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à écrire en commentaire vos idées de sujets scientifiques qui pourraient être difficiles à vulgariser et les raisons de cette difficulté. Et je vous propose, avant de partir, une petite ouverture, car j'ai une réflexion que je ne savais pas vraiment où mettre au sein de la vidéo vis-à-vis de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, car je me suis questionnée sur les normes esthétiques et attentionnelles des créations académiques d'un côté et des créations de contenu de vulgarisation sur les réseaux sociaux de l'autre. À quel point ces normes peuvent-elles être structurantes? Car les normes associées aux réseaux sociaux poussent à accorder une grande importance à la forme et au maintien de l'attention du public. Et je me demande à quel point cette forme influe sur notre capacité d'assimilation de l'information. Est-ce qu'une forme respectant les codes du montage rapide, avec plein d'animations, permet de favoriser l'assimilation de l'information en gardant notre attention? Ou est-ce qu'au contraire, tous ces stimuli ne font qu'engendrer du plaisir de visionnage, mais altèrent notre capacité d'être dans un véritable esprit d'apprentissage?
J'imagine qu'il existe des études à ce sujet, mais que je n'ai pas encore lues. Donc si vous avez des sources ou des réflexions à ce sujet, n'hésitez pas et bonne journée!